Chers amis, merci d'être là. Donc, effectivement, nous allons commencer tout d'abord par nous présenter. Ensuite, chacun d'entre nous exposera certains réflexes sur lesquels il a plus particulièrement travaillé. Et puis, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous interrompre parce que vous le savez, quand on commence à prendre la parole, on a un peu tendance à la garder. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à nous la prendre. Alors, on va commencer par se présenter. Je vais commencer. Pierre-Jacques Castanet, je suis avocat au barreau de Paris, associé du cabinet ID Avocat, qui est un cabinet spécialisé en droit du travail. Et actuellement, et ça sera notamment l'objet des quelques observations que je vous ferai, je travaille beaucoup sur ce que l'on appelle le plan senior, et je vous expliquerai en quoi ce plan senior peut présenter un intérêt pour notamment, effectivement, les plus de 45 ans. Hervé ? Donc Hervé Bommelard. Alors j'ai demandé à Pierre-Jacques de commencer à se présenter parce que ce soir j'ai la voix de Barry White. Je suis le Barry White français et j'espère que ma voix va me porter à peu près jusqu'à la fin de cet exposé. Hervé Bommelard, donc je suis consultant en transition de carrière, en outplacement, dans un cabinet qui s'appelle l'Espace Dirigeant. Donc, mon métier est d'accompagner donc des gens entre deux jobs à retrouver le bon job. Moi, je m'appelle Thierry Krief. Alors moi, j'ai pas chanté Barry White, mais Elvis Presley ce week-end, donc j'ai aussi la voix cassée. Je suis président et fondateur d'une société qui s'appelle Nego & Co. Je suis spécialisé en négociation individuelle pour cadres dirigeants. En fait, j'accompagne les cadres qui veulent mener des négociations avec leur employeur. Donc je m'intéresse aux cadres. Et ma particularité et ma spécificité, c'est que je travaille essentiellement sur les rapports humains et les enjeux politiques et non sur les aspects juridiques des relations à l'entreprise. Voilà, donc maintenant Hervé va introduire et puis nous allons commencer les 12 réflexes. Alors, comme introduction sur cette conférence 45 ans et plus 12 réflexes pour faire face, eh bien, d'abord on a trouvé que ce thème était beaucoup plus intéressant que de parler de senior, parce que le mot senior plombe. Le mot senior n'est pas adapté. 45 ans et plus, c'est mieux. C'est plus politiquement correct. Alors, 45 ans et plus, c'est quoi? C'est l'âge de l'aiguillage. C'est l'âge du tournant. C'est l'âge, en fait, où les plus jeunes commencent à pousser derrière dans l'entreprise, commencent à lorgner votre poste, commencent à secouer le cocotier en se disant que votre poste est plutôt sympathique et qu'ils sont moins chers. C'est l'âge aussi où le jet lag, quand on revient de voyage, devient plus dur à supporter. C'est l'âge où on commence à voir les yeux rouges quand on prend l'avion. C'est aussi l'âge où on change quelquefois de vie. Pour certains, ça va être de divorcer. Pour certains, ça va aussi d'avoir de nouveaux enfants, de recomposer une famille. Pour d'autres, ça va être l'âge où il va falloir assurer les études des enfants, les étudiants qui veulent partir à l'étranger, faire leurs études. Pour d'autres, ça va être le retour d'expatriation, avec les problèmes liés au retour d'expatriation. Comme le disait un de mes clients, nous les expats qui revenons en France, on emmerde tout le monde et en plus on s'emmerde. Ça va être aussi pour certains la crise du milieu de vie, la quête de sens, savoir ce qu'on veut faire. Si on sait pas, si on n'a pas fait fausse route, il est toujours temps de prendre un virage. Et puis pour d'autres, enfin, ça va être le moment du ras-le-bol de la hiérarchie, du ras-le-bol de l'entreprise, du ras-le-bol de quelque chose. Donc voilà, en tout cas, un âge important, 45 ans et plus, un âge important pour se poser les bonnes questions. Alors une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir aborder donc ces 12 fameux réflexes. Premier réflexe, c'est le moment de choisir ou de subir. Choisir ou subir, ça veut dire que, comme je le disais, c'est le tournant, c'est l'aiguillage. Donc, on peut choisir ce tournant ou on peut le subir. Et si on le subit, on peut quand même choisir quelque chose derrière. L'essentiel, à ce moment-là de votre vie, c'est déjà d'avoir, dans la mesure du possible, anticipé et d'avoir préparé ce changement. J'accompagne, moi, des cadres dirigeants en transition de carrière. Je suis toujours frappé de les voir arriver. Ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien prévu. Et leur accident de carrière, si tant est que ce soit un accident de carrière, les prend au dépourvu. Donc vraiment,
il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C à partir de 45 ans, parce qu'il faut être prêt à l'imprévu. Je vous recommande à ce niveau-là un très bon livre qui s'appelle Le Cygne noir, qui est un livre simplement sur un thème très clair, qui est que l'avenir est imprévisible. Votre avenir est imprévisible. Donc, essayez en tout cas de préparer plusieurs options, même si tout va bien. Et pour ça, il faut prendre le temps de réfléchir. Là encore, dans les gens que j'accompagne, je vois des gens qui ne peuvent réfléchir que parce que justement, à un moment, leur parcours s'est arrêté et qu'ils sont hors parcours pendant quelque temps et ils ont là le temps de réfléchir. L'idéal serait d'avoir le temps et de prendre le temps de réfléchir alors qu'on est encore dans une dynamique. Et ça, c'est une discipline personnelle. Mais les bonnes réflexions, les bonnes questions, c'est jamais trop tard pour se les poser. Et si on peut se les poser avec un peu d'anticipation, on gagne du temps. Les bonnes questions, déjà, à partir de 45 ans, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Là encore, je vois beaucoup de gens qui ont confié le volant de leur vie professionnelle à quelqu'un d'autre. Pour certains, ils l'ont confié à leur patron, en pensant que leur patron est le plus à même de décider ce qui serait bien pour eux. Que nenni, erreur totale. Le patron va d'abord penser à sa carrière. D'autres l'ont confié à un DRH. Ils ont raison, c'est très bien, mais ce n'est pas le rôle du DRH aujourd'hui de piloter la carrière de l'individu. Le DRH est là pour faire en sorte que tout se passe bien, que les bonnes personnes soient aux bonnes places. Mais les DRH avec qui je travaille me disent ce qu'on aime bien avoir en face de nous, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce qu'au moins, on va gagner du temps. Donc, ne confiez pas le volant de votre carrière, de votre trajectoire professionnelle à quelqu'un d'autre que vous-même. Sinon, vous êtes assis sur la place du passager. N'oubliez jamais que c'est la place du mort. Donc, reprenez le volant. Savoir ce qu'on veut faire, c'est aussi savoir ce qu'on aime faire. À 45 ans et plus, on a assez d'expérience, assez de visibilité, assez, on va dire, de kilomètres pour savoir là où on est bon, ce qu'on aime faire. Et à partir de ce moment-là, il faut choisir de travailler sur ces zones de confort. Les zones de confort, c'est là où vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. C'est là où, comme vous êtes en zone de confort, vous le faites mieux que les autres. C'est là aussi où vous allez dépenser moins d'énergie. Vous allez vous lever avec plus d'engouement le matin pour aller travailler. Et c'est là aussi où on viendra vous chercher. Si vous travaillez ou si vous avez un job qui est en grande partie dans vos zones d'inconfort, clairement, vous n'êtes pas sur une bonne voie. Autre point aussi, à 45 ans et plus, c'est de capitaliser sur vos forces. N'essayez surtout pas de compenser vos faiblesses à partir de 45 ans. Si vous n'êtes pas très bon en anglais, ce n'est pas en prenant des cours intensifs que vous deviendrez très bon. En revanche, si vous êtes très bon dans une expertise, très bon dans un domaine, capitalisez là-dessus, formez-vous, continuez de vous former. Si vous êtes à un niveau à 16, essayez d'avoir 17-18, parce que c'est là encore où on viendra vous chercher. Et vous verrez que c'est un leitmotiv dans les 4 premiers points que je vais vous présenter. Essayez de sortir du syndrome du bon élève. Nous avons tous été formatés dans notre jeunesse, à l'école, à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs et de commerce, à être des bons élèves. Et en fait, ce qui marche à l'école, ce qui marche à l'université, ne marche pas forcément dans une carrière professionnelle. Il ne suffit pas, dans une carrière professionnelle, pour arriver à son objectif, d'être un bon élève. Il faut savoir sortir de ce syndrome. Le syndrome du bon élève, dans cette partie qui est de choisir ou de subir, c'est justement d'obéir. Il y a un moment où justement, il faut savoir ne pas obéir, désobéir, et obéir qu'à soi-même, à ce qu'on veut faire. Donc voilà sur le premier point. Donc choisir ou subir, essayez de choisir. Le deuxième point, à partir de 45 ans, c'est absolument de rester visible et lisible. Rester visible et lisible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la vie professionnelle, que vous soyez salarié ou pas salarié, c'est malheur aux isolés et malheur aux invisibles. Malheur à l'homme invisible, malheur à la femme invisible.
Si vous êtes le meilleur expert dans votre domaine et que personne ne vous connaît, vous resterez le meilleur expert dans votre domaine chez vous à attendre près du téléphone. Être visible et lisible, c'est extrêmement important en interne de l'entreprise. Vous êtes aujourd'hui salarié dans une entreprise, faites en sorte de rester visible et lisible. Parce que c'est en étant visible et lisible et en faisant passer vos messages que vous arriverez à atteindre votre but. Une étude américaine avait montré que les premières personnes qu'on licencie ne sont pas les personnes incompétentes. Les premières personnes qu'on licencie dans une entreprise, ce sont les isolés, les gens qui ne se sont pas connectés aux autres. Souvent, c'est ceux qui viennent juste d'arriver. C'est plus facile de les licencier parce qu'ils n'ont pas eu le temps, justement, de se faire reconnaître par leurs pairs et de se faire apprécier. Ou alors, des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui sont un peu isolés dans l'entreprise. Et si on les licencie, eux, c'est parce que si on les licencie, ça va faire moins de vagues. Donc comprenez bien ça. En interne, restez visible et lisible. Et faites passer vos messages. En externe aussi, restez visible et lisible. Tous les chasseurs de tête vous le diront. Et moi, j'interviens souvent dans des conférences avec des chasseurs de tête. Ils vous demandent d'être traçables. Soyez traçables. Les recruteurs aussi veulent que vous soyez traçables. Si on veut chercher une expertise qui est la vôtre, il faut qu'on vous trouve vous. En termes de business aussi, puisque il faut être lisible et visible lorsqu'on est par exemple consultant, lorsqu'on est un expert, là encore, communiquez. Faites-vous connaître. Prenez du temps pour communiquer, pour faire connaître votre expertise, pour vous faire reconnaître, en écrivant un livre, en vous faisant publier, en répondant à des interviews, en étant proche des journalistes dans votre domaine, etc., etc. Le business aussi, aujourd'hui, fonctionne beaucoup par la communication. L'expertise est une chose, la communication est tout aussi importante. Donc, on arrive à quoi? À votre image. Ce qui est aujourd'hui extrêmement important, c'est d'être visible, donc de gérer et de contrôler votre image. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle la e-réputation. Donc, allez régulièrement contrôler votre e-réputation. Est-ce que vous êtes visible, par exemple, sur le net? Alors, il y a encore quelques années, qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur Google et on tape le nom de la personne qui nous intéresse, soit son propre nom, soit une personne dont on veut savoir plus, entre guillemets. Et on regardait ce qui sortait. Aujourd'hui, les recruteurs, les personnes qui cherchent des experts, vont beaucoup plus loin. Ils ont à leur main deux nouveaux outils. Un premier qui s'appelle 123people, 123people.com. Vous tapez le prénom et le nom de la personne et vous voyez tout ce qu'on dit sur lui sur le net. Vous avez ses photos, vous avez ses vidéos, s'il en a. Vous avez les articles qu'il a écrits, là où il est cité, etc., etc. Et puis vous avez un petit dernier qui vient de sortir, que je vous recommande, qui s'appelle WebMe. Alors, WebMe, c'est W-E-B-M-I-I, comme Irène. Webme.com, vous tapez votre prénom, votre nom, et vous avez là encore vos photos, vos vidéos, vos profils Viadeo, LinkedIn, Facebook et compagnie, et les citations, c'est-à-dire les articles où vous êtes cité, ou les conférences où vous êtes intervenu, etc., etc. Et ça, tout recruteur aujourd'hui, ou toute personne en recherche d'une expertise, a tendance maintenant de plus en plus à aller sur ces outils pour voir ce qu'on dit de vous. Donc, contrôlez votre image. Et pour contrôler votre image, déjà, soyez présent sur les outils que vous pouvez contrôler. Moi, je ne vous recommande pas forcément d'être présent sur Facebook, parce que Facebook est un outil plutôt dangereux. Si on ne le paramètre pas bien, c'est un outil qui peut vous réserver de mauvaises surprises. En revanche, pour ceux qui veulent vraiment être visibles et lisibles, soyez évidemment sur Viadeo et LinkedIn. Viadeo et LinkedIn, vous contrôlez votre profil, puisque ce qui apparaît sur votre profil, c'est ce que vous y avez mis. C'est votre contrôle. Et vous pouvez changer votre profil quand vous voulez. Dans votre image, autre point extrêmement important, soyez cohérent. Ne dites pas noir d'un côté et blanc de l'autre. Parce que là, vous brouillez votre image et donc vous êtes beaucoup moins pertinent. Et là encore,
sur ce deuxième point, c'est-à-dire la visibilité et la lisibilité. Sortez du syndrome du bon élève. Qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? On nous a appris à être discret. Eh bien non, dans la vie professionnelle, il ne faut pas être trop discret. Troisième réflexe, alors pour ceux qui me connaissent bien, vous n'allez pas être étonnés, c'est jamais sans votre réseau. Jamais sans votre réseau. À 45 ans et plus que jamais, il faut être connecté au réseau. Il faut avoir un réseau. Et plus on avance en âge, plus on s'approche des 60 ans, des 65 ans, il faut penser à renouveler son réseau. Parce que votre réseau va commencer à partir à la retraite. Si vous ne le régénérez pas régulièrement, si vous ne le renouvelez pas régulièrement, à un moment, vous arriverez avec de moins en moins de réseau. Donc, comme l'avait dit quelqu'un, et je reprends ses propos, à plus de 45 ans, à 50 ans, à 60 ans, si tu n'as pas de réseau, tu es mort. C'est un peu vrai. Alors le réseau, c'est à la fois en interne. C'est extrêmement important, on l'a vu, d'avoir un réseau en interne de l'entreprise si on est salarié. Parce que d'avoir un réseau en interne, ça vous permet déjà de vous constituer, quand vous vous constituez, de mieux vous intégrer. Souvent, les personnes qui s'intègrent mal dans une entreprise, c'est les personnes qui ont toujours ce syndrome du bon élève. Je vais m'enfermer dans mon bureau, je vais très bien travailler, mais je ne prends pas le temps de me connecter aux autres membres de l'entreprise. Donc, à un moment, la greffe ne se fait pas. Donc, le réseau en interne, extrêmement important pour, 1, s'intégrer, 2, pour progresser, parce que pour progresser aujourd'hui dans l'entreprise, il faut avoir un réseau dans l'entreprise, et pour obtenir, pour atteindre ses objectifs. Le réseau en interne est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, et là aussi pour que vous l'aidiez, que vous aidiez chaque membre du réseau en interne à atteindre ses propres objectifs. Le réseau étant toujours un échange de bonnes pratiques, de services, pour que chacun, dans la nébuleuse du réseau, puisse atteindre ses objectifs. Le réseau, vous le savez aussi, c'est fondamental dans la recherche d'emploi. Aujourd'hui, on considère que pour des cadres de plus de 45 ans, le réseau, c'est entre 70 et 90% de chances de trouver un nouveau job. Dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui à l'espace dirigeant, dans celles qui se sont donc qui ont retrouvé un job depuis que je suis à l'espace dirigeant, donc ça fait à peu près 6-7 personnes qui ont retrouvé un job, toutes ont retrouvé par le réseau. Alors le réseau, plus que jamais en recherche d'emploi, déjà quand on dépasse les 45 ans, puisque à partir d'un certain âge, une cinquantaine d'années, les chasseurs de tête, vous les intéressez beaucoup moins. Ils aiment mieux chasser des gens plus jeunes. Donc le réseau déjà a de l'importance à ce niveau-là, et puis en plus, c'est la crise. Et la crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une profession qui est aujourd'hui sinistrée, c'est les cabinets de recrutement et les chasseurs de tête. Au point que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du coaching, ils font de l'outplacement en attendant que ça aille mieux. Donc, en recherche d'emploi, le réseau, plus que jamais, plus que jamais. Et puis, le réseau aussi, si vous êtes consultant, si vous êtes indépendant ou si vous êtes dans un cabinet. Pourquoi? Parce que le réseau aujourd'hui, c'est une force de vente gratuite. C'est une super force de vente. Si vous avez un bon réseau de préconisateurs, de prescripteurs, d'apporteurs d'affaires, d'informateurs et de veilleurs, et que vous avez su fédérer ce réseau en lui communiquant votre expertise, votre offre de service, vous avez une force de vente gratuite. Et ça, c'est un vrai art qui est souvent mal connu. Ça m'arrive de plus en plus aujourd'hui d'intervenir dans des cabinets justement de conseils en stratégie, de conseils en informatique, etc., pour diffuser la bonne parole du réseau business. Et ce sont les managers qui me demandent de diffuser cette bonne parole auprès des consultants. En disant, nous, on est 10 managers et c'est nous qui rapportons l'essentiel du business. Faites passer le message à nos 100 consultants que eux aussi, rien qu'en faisant du réseau, c'est-à-dire on leur demande pas d'aller dans le dur, on leur demande simplement de rencontrer des gens qu'ils connaissent, des liens faibles. Mais rien qu'en les rencontrant, si chacun arrive à faire un rendez-vous par semaine, un déjeuner par semaine par exemple, avec un lien faible, ça nous fait 100 rendez-vous par semaine, ça nous en fait 400 par mois. 400 par mois, à mon avis, dans le tas, ça devrait quand même générer des missions.
Donc le réseau, il est aussi là pour vous donner de l'information. Le meilleur informateur aujourd'hui, c'est votre réseau. Quand vous avez besoin d'une information, si vous avez un réseau qui est bien formaté, avec lequel vous avez bien communiqué, il vous donnera cette bonne information. Alors si vous allez sur Google, certains dans la salle le savent, vous pouvez y passer beaucoup de temps. Si vous cherchez une formation sur Google, vous pouvez y passer une journée entière, quelques heures. Alors que votre réseau, en revanche, peut vous donner la bonne information beaucoup plus rapidement. Là encore, sortez du syndrome du bon élève. Le bon élève, qu'est-ce qu'on lui a appris? C'est de s'enfermer dans son bureau et de travailler. Le réseau, dans la vie professionnelle, c'est quoi? C'est de prendre le temps d'aller dans la cour de récréation, d'aller rencontrer des gens, de faire parler les gens, de les écouter, de voir comment on peut les aider. Pour certains, c'est une perte de temps. Pour d'autres, c'est un investissement qui n'a pas de rentabilité à court terme. Mais pour ceux qui ont compris, c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement dont la rentabilité est à moyen et à long terme. Et c'est un excellent investissement. Dernier point, programmez de ne jamais vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous êtes bien placé pour le savoir, la retraite, elle va être reculée. Le système de retraite ne peut pas être le même dans quelques années. Il va y avoir un certain nombre de rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas être grand devin pour le savoir. D'une part, d'une manière ou d'une autre, on va repousser l'âge de la retraite, ou en tout cas inciter fortement les gens à prendre leur retraite plus tard. Et d'un autre côté, d'une manière ou d'une autre, avec un peu d'inflation ou autre chose, on arrivera à réduire les pensions. Parce que sinon, le système va exploser. Donc, attendez-vous à travailler plus longtemps. Et c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que si vous anticipez, si vous préparez votre deuxième carrière avant de prendre votre retraite, et en repoussant l'âge de votre retraite le plus tard possible, ou en prenant votre retraite et en continuant à travailler, vous pourrez vous faire plaisir tout en ayant un revenu à peu près consolidé. Et puis en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on est malade de plus en plus tard, on est en bonne santé de plus en plus tard, donc on a envie de rester dans la vie active pour la plupart. En plus, les verrous ont sauté. Avant, quand on prenait sa retraite, on n'avait plus le droit de travailler. Et puis après, on avait le droit de travailler, mais alors pas pour la même entreprise, mais il fallait attendre 6 mois pour reprendre un contrat dans la même entreprise. Et puis on était plafonné en termes de revenus pour ne pas dépasser l'ancien niveau de salaire. Aujourd'hui, ces verrous ont sauté. Vous pouvez prendre votre retraite, travailler en indépendant ou retravailler dans l'entreprise. Tout ça pour inciter les gens justement à travailler plus longtemps. Le premier réflexe par rapport à ça, c'est déjà vous, à titre individuel, de faire un point retraite. De vous dire, même si j'ai 45 ans, et a fortiori si j'ai 50 ans et plus, c'est aujourd'hui, je fais un point retraite avec un spécialiste. Et au moins, il me dit, dans la configuration actuelle, à quel âge je peux partir en retraite, et a priori, avec quel montant, voilà, simplement pour là encore anticiper et se projeter dans l'avenir. Donc, ce qui va être important dans cette anticipation du programme pour jamais s'arrêter, là encore, c'est de choisir ce que vous allez faire une fois que vous aurez l'âge fatidique pour prendre sa retraite ou pour ne pas la prendre. Mais ça, vraiment, anticipez, préparez, faites-vous aider s'il le faut, mais ne loupez pas ce virage. On passe au 5e point. Donc Thierry Krief. Alors j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez direct dans mes propos. Donc il y a certaines choses qui vont peut-être vous heurter dans la façon d'aborder les choses. J'essaie d'avoir de l'entreprise une vision totalement politique. C'est-à-dire que pour moi, une entreprise, c'est pas des contrats. Une entreprise, c'est des hommes et des femmes. C'est chaque matin des humeurs, chaque vendredi soir une envie de partir en week-end. Et en fait, je m'aperçois avec l'expérience que toutes les décisions dans l'entreprise, ou la plupart des décisions dans l'entreprise, sont prises par des hommes et des femmes, et sont souvent prises sur des bases humaines, psychologiques, personnelles. Et que finalement, le professionnel vient après. Je vais essayer de vous parler de ça dans le premier point, c'est-à-dire devenez politique. Alors j'ai juste 45 ans, donc c'est un peu prétentieux pour moi de parler aux plus de 45 ans. Cependant,
La plupart de mes clients ont entre 40 et 55 ans, on va dire. La problématique d'être politique, ça s'oppose à être technique. Il y a beaucoup de gens en entreprise qui pensent que finalement, plus ils travailleront tard le soir et plus ils travailleront le week-end, meilleurs ils seront notés, meilleure sera leur augmentation, ils seront forcément promus. Il y a encore des gens dans l'entreprise qui pensent que finalement, ce qui fait qu'une personne a un niveau hiérarchique supérieur à une autre, c'est sa compétence technique. Alors quand on est jeune, quand on arrive dans l'entreprise, je dirais jusqu'à 35 ans, effectivement, il faut avoir un savoir-faire technique à apporter. À partir de 40 ans, a priori, vous avez des fonctions, des postes de directeur ou équivalent. A priori, vous avez compris que les décisions de promotion, d'augmentation salariale ne sont pas forcément liées à votre savoir-faire technique, mais plutôt à votre compréhension de l'environnement politique qui vous entoure et de la façon dont sont prises les décisions à votre égard. Je vous prends un exemple. Alors, je vais faire un petit dessin. Je ne sais pas trop dessiner, mais ça devrait aller. On va dire que vous êtes là. Beaucoup de managers font une erreur. Alors là, je vais commencer à être un peu cru. C'est de consacrer du temps à ce qu'il y a en dessous. C'est très bien, d'un point de vue humain, moi je trouve ça fantastique. Il s'avère que les décisions, elles sont souvent prises par ce qu'il y a au-dessus. Et la concurrence, elle est souvent au niveau des pairs. Alors concurrence, toute chose égale par ailleurs, hein, c'est relatif. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement auquel, en général, les gens consacrent beaucoup de temps, c'est l'environnement des subordonnés. Alors c'est fondamental parce qu'il faut que l'entreprise fonctionne. Mais pour des gens qui ont l'habitude de penser l'entreprise sous un angle politique, ces gens-là pensent au-dessus. Et penser au-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je vais faciliter la vie de mon patron, comment je vais faire en sorte qu'il puisse se valoriser de mon travail. Mettez-vous en tant que N+1, si vous avez un subordonné qui globalement vous pose des problèmes et vous apporte des solutions et vous n'avez plus qu'à trancher, ça vous fait du bien. Si vous avez un subordonné qui travaille et vous bénéficiez de son travail parce que vous savez le présenter à l'interne, ça vous fait du bien. Et in fine, alors que ce n'est pas forcément le plus compétent d'un point de vue technique, si vous avez à choisir un jour une personne, c'est elle que vous allez choisir. Les réactions, j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dans ce poste et je vois des plus jeunes qui ont la même formation monter les échelons plus vite que moi. » Oui, la différence, c'est que ça fait 20 ans que lui est super technicien et ces plus jeunes qui ont atteint l'âge de 40, 45 ans, etc., ont parfaitement compris que les décisions dans une entreprise étaient des décisions politiques. Premier point fondamental. D'ailleurs, si vous avez des fois des réflexes à vous dire « mon patron est un incompétent », dites-vous qu'il est sûrement beaucoup plus compétent que vous, mais qu'il a compris qu'à un certain niveau, la compétence n'est pas la même que celle que vous pensez qu'il faut au niveau des postes de direction. Donc premier point, pensez politique, devenez politique. Alors ça s'apprend, il y en a pour qui c'est inné. C'est comme ça. Il y en a qui ont compris que les rapports humains finalement étaient les clés des décisions. Ça s'apprend. On peut faire passer des messages, on peut tout obtenir d'une entreprise et tout obtenir d'un individu, dès lors qu'on sait faire passer les bons messages avec la bonne forme. C'est d'ailleurs l'une des clés de la négociation, enfin telle que je la pratique. Le deuxième point qui est important pour moi, lorsqu'on a 45 ans, à peu près, hein, on va dire entre 42 et 50, factuellement, ce que je constate, c'est que les négociations qu'on entreprend sont souvent les dernières. C'est-à-dire que plus vous avancez en âge, plus votre taux d'employabilité diminue. C'est-à-dire votre capacité à retrouver un emploi rapidement si vous êtes sans emploi. Quand on a 20 ans, on se fait licencier, on est allé 5-6 mois au chômage, bon, actuellement il y a la crise un peu plus, on retrouve un emploi, on redémarre, etc. Le problème, c'est qu'il y a un âge où, compte tenu de la psychologie et de l'environnement et des mentalités françaises, il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que lorsque vous allez entrer dans une démarche de négociation de conditions de travail, négociation d'embauche, vous devez intégrer déjà que votre rémunération, celle que vous allez négocier, va peut-être vous suivre toute votre vie professionnelle restante. Parce que vous savez très bien que quand vous avez une rémunération de 100, pour passer à 110, des fois il faut attendre 3 ans encore. Hein. Quand on est en entreprise, la négociation salariale est très difficile. Donc premier point, la négociation que vous allez faire sur votre rémunération est déterminante. Donc ne la négligez pas, passez-y du temps. Deuxième point, sachant que votre réemployabilité s'affaiblit avec le temps, si à un moment donné vous êtes licencié, ça peut arriver à tout le monde, les entreprises se réorganisent, les entreprises peuvent se séparer de cadres, même brillants, sachant que vous allez avoir plus de mal à retrouver un emploi. Autant à l'embauche, si possible, avoir prévu des conditions de la rupture. C'est-à-dire prévoir que dans une négociation d'entrée, vous puissiez intégrer, alors ce que les juristes appellent des clauses parachutes, enfin où il y a d'autres termes, indemnité de rupture, etc. Mais au moins dans le concept, moi c'est ça qui m'importe, au moins dans le concept de vous dire que si dans 5 ans vous êtes licencié, 45 plus 5, ça fait 50. À 50 ans, votre réemployabilité est encore plus faible. Donc autant que ça se passe bien, pour préserver votre image de marque, pour vous garder serein, pour continuer dans votre avenir professionnel, et surtout que vous ayez un peu prévu à l'avance, sans entrer dans une procédure juridique qui pourrait durer longtemps, les moyens de rebondir sereinement, au moins sur le plan financier. Donc premier point, il est important que vous consacriez beaucoup plus de temps à la négociation de vos conditions d'embauche. Je vais sur le départ maintenant. Les négociations que vous allez faire au départ. Alors là, je m'adresse plutôt à des gens qui ont plutôt 50 ans et plus. Hein. Finalement, sachant que votre taux de réemployabilité s'amenuise, il y a globalement 3 choses qu'il va falloir préserver. Votre patrimoine financier, c'est-à-dire vous allez peut-être être amené à rechercher un emploi, mais vous allez peut-être être amené à créer une entreprise, ce qu'on voit beaucoup dans les plus de 50 ans. Parce qu'ils ont acquis un savoir-faire technique qu'ils souhaitent vendre, ils souhaitent acquérir une certaine liberté, enfin le monde de l'entreprise, etc. Il y a beaucoup de consultants qui se développent sur ces bases-là. Ça veut dire qu'il vous faut de l'argent. Et il vous faut de l'argent pas dans 1 an et demi d'un prud'homme ou 3 ans d'un appel. Il vous faut de l'argent relativement rapidement. Deuxième chose, notre énergie de vie. J'ai 45 ans, mais j'ai déjà trop de cheveux blancs, quoi. Elle n'est pas infinie. On a une pile, il y a un moment où elle s'use. Autant éviter de passer du temps dans un combat d'ego qui peut prendre une tournure juridique, parce qu'à la fin, on va être fatigué. Quel que soit le meilleur avocat que vous preniez sur la problématique juridique, mais à la fin, ça use. Vous avez un contentieux à régler avec une personne, vous avez les égos à régler. Ce n'est pas l'objectif. Et troisième élément qui est déterminant, c'est la gestion de l'image. L'image de marque, c'est quelque part à partir de 45 ans ce qui a le plus de valeur. Hervé parlait des réseaux. Je pense, mais c'est une conviction, je pense qu'on peut toujours rebondir par nos relations proches. Toujours. Donc la gestion de l'image, comment vous allez bien quitter une entreprise à 50 ans, ça a un sens. Donc ça, c'était en fait pour dire que c'est peut-être vos dernières négociations et il faut être vigilant sur ces négociations-là. Il faut vraiment entrer dans une véritable démarche de négociation. Troisième point, sortez des schémas prédéfinis. Je vais vous donner un exemple. En fait, ma vision du monde de l'entreprise est qu'on nous apprend à penser d'une certaine façon la relation à l'entreprise. Je ne dis pas que cette façon est mauvaise, je dis que cette façon n'est pas unique. Je vous prends un cas de client que je vais un tout petit peu développer. Mon client est un X qui après est passé chez vous. Il est l'un des 4 patrons d'une grande entreprise française. L'entreprise est divisée en 4 secteurs d'activité. Donc, il est patron d'un des 4 secteurs d'activité. Un jour,
le directeur général de l'entreprise, du groupe, vient le voir en disant, écoute, il faut qu'on cède ta partie, on a besoin de cash, et on a réorienté nos priorités. Ça, c'est la vie, c'est le business, rien de très spécial. On a vendu, enfin, on va vendre, mais je vais aller un peu vite. On a vendu ta partie à telle autre société, et eux plus cette partie-là, ça va faire le leader européen dans ce domaine d'activité. Donc intellectuellement, ça a un sens. Économiquement, ça a un sens. La personne avait 55 ans, niveau de rémunération supérieur à 200 000 euros, donc charge de coût importante. Il arrive dans une entreprise. A priori, qu'est-ce que rachète l'entreprise? Elle ne rachète pas le patron d'une entité, elle rachète les forces vives, les compétences techniques, le corps business de l'activité. Il y a de fortes chances que cette personne-là, ce cadre-là, une fois la fusion réalisée, ça soit placardisé, soit il peut lui arriver plein de choses. Il a 55 ans, il a travaillé 30 ans dans l'entreprise précédente, sortir par la petite porte, très sincèrement, comme dirait ma fille, ça ne le fait pas. Quelle est la problématique sous l'angle de la négociation? Sous l'angle traditionnel, j'attends, je collabore à la fusion, on reste professionnel, même en négociation, je collabore à la fusion, je vais travailler avec la nouvelle entreprise, je transmets mon savoir, et puis après. Et puis après. Je n'ai plus aucune valeur économique. Aux yeux de mon entreprise, l'entreprise initiale ou l'entreprise qui a racheté, je n'ai plus aucune valeur. Alors quand je dis sortez des schémas prédéfinis, non, je vous aborde le sujet d'une autre façon, c'est comme ça qu'on l'a géré. L'entreprise initiale veut céder un quart de sa structure, donc veut céder une activité, pour des raisons internes de stratégie, de cash, etc. Elle a besoin que ça se passe bien. Donc elle a besoin de toutes les forces vives qui vont faire en sorte que ça se passe bien. Déjà, ça veut dire que vous, enfin en l'occurrence mon client, je vais dire vous, peu importe, vous avez une valeur économique. Vous avez une vraie valeur pour l'entreprise. À un instant donné, elle a un besoin crucial de vous. Cette valeur-là a un prix. Vous rencontrez les repreneurs. Les repreneurs, ils disent quoi? Ils disent, on t'aime bien, simplement 200 000 euros, c'est trop cher. Nous, c'est plus que le salaire du PDG, parce qu'on est une boîte moyenne. En plus, 55 ans, globalement, je pense qu'on peut gérer ton truc avec un petit jeune, entre guillemets, de 40 ans, ça ira. Donc, trop vieux, trop cher. Je caricature, c'est la vraie vie. On a essayé, dans un premier temps, de faire valoir notre valeur économique auprès de l'entreprise vendeuse. Alors, il ne s'agit pas d'être mercenaire, il ne s'agit pas de dire si tu ne me trouves pas une solution, moi je fais capoter le projet. Non, pas du tout. On reste vraiment dans une approche d'entreprise. Donc, on a expliqué à l'entreprise vendeuse que, globalement, on a passé 30 ans dans l'entreprise, que la session, on est bien d'accord, on va collaborer pour que ça se passe bien, mais quand même, in fine, on perd tout. On a demandé, très naïvement, à l'entreprise vendeuse, est-ce qu'elle accepterait de prévoir une sortie une fois, c'est-à-dire de négocier un départ, mais avant même qu'il y ait quelconque licenciement, il n'y aura pas de licenciement, de prévoir une négociation de départ, une fois que la fusion serait réalisée. Parce que de toute façon, il pensait que le sens de l'histoire, c'était qu'il n'allait pas rester dans la structure. L'entreprise vendeuse a dit non. Pour des histoires de principe, enfin pas. Là, on a remonté jusqu'au PDG, et comme ça a bloqué à ce niveau. On est allé voir l'entreprise racheteuse. Même discours. Bien sûr, on ne dit jamais en négociation ce qu'on... Oui, si tu le fais pas, enfin, si tu me donnes pas ça, j'arrête. Non, non. On est en négociation. On fait comprendre qu'on a une valeur économique. Et surtout, on fait comprendre que, légitimement, si vous étiez à la place du PDG de la nouvelle entreprise, vous ne me garderiez pas. Je suis trop cher et trop vieux. Et qu'on peut facilement me remplacer par un plus jeune. Et ça marcherait très bien. Alors, si vous mettez du poids dans ce rapport de force, en fait, on a obtenu de l'entreprise racheteuse, qui elle avait quand même intérêt à ce que la fusion se passe bien, et vraisemblablement un intérêt plus grand que l'entreprise vendeuse, à ce qu'elle prévoit, dans le contrat, une condition de rupture, que les juristes appellent une indemnité forfaitaire, au bout d'un certain temps, en l'occurrence c'était à la fin de mission, etc. Qu'est-ce qu'a fait en l'occurrence mon client? Il a obtenu ça,
Il a fait son boulot, et ça c'est important parce que c'est fondamental dans ma démarche, en pleine motivation pour l'entreprise, mais serein. Parce qu'il savait que soit il restait en poste, et puis bon, il travaillait normalement, soit il sortait, mais il sortait avec la sérénité d'avoir un capital pour ce que je disais tout à l'heure, soit rebondir en créant une entreprise, soit avoir le temps de rechercher, etc. En l'occurrence, il est devenu producteur de films pour ses enfants, et c'est très bien pour lui. Donc, il y a des tas de schémas comme ça qui sont prédéfinis, et en fait, en réfléchissant un peu, en prenant du recul, on a toujours une valeur à négocier. Toujours. Le problème, c'est qu'on la voit rarement. J'ai été clair sur le cas là, monsieur? Merci. Vous êtes ingénieur, donc c'est vrai. Et juste pour faire une remarque sur votre exemple, même si c'est un peu académique, je trouve que depuis 10 ans, ce que vous disiez c'était vrai, les gens qui partaient, mais souvent aujourd'hui, je trouve que les gens restent quand même beaucoup plus dans la société, même quand elles sont rappelées. En fait, vous avez raison. Le problème, c'est l'appréciation que vous faites du sens de l'histoire. Hervé disait, il faut voir devant. Il faut ne jamais s'arrêter. Il y a un moment où dans une entreprise, quand ça se passe mal, quand vous n'êtes plus invité à certaines réunions, quand vous sentez qu'il se passe quelque chose. Et là, dans le cas précis, la personne est venue me voir en disant « Voilà, je sens que je ne resterai pas ». Cependant, vous avez raison, il ne s'agit pas de vouloir partir ou vouloir rester. Il s'agit d'aller dans son sens de l'histoire et d'éviter à ce que 30 ans de carrière soient réduits à une sortie par la petite porte. Alors là, je vais introduire avec mes mots d'homme politique des négociations, ce que Pierre-Jacques développera par la suite totalement, sous un angle totalement juridique. Je vais juste faire un tout petit rappel, et Pierre-Jacques, encore une fois, le développera précisément. Hein. Mais comme j'avais 4 points, j'ai préféré les enchaîner. Il y a des choses actuellement qui se passent. Vous avez entendu parler du plan senior, vous n'avez pas entendu parler, il y a un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un changement de mentalité aujourd'hui vis-à-vis des plus de 45 ans, parce que c'est vrai que finalement, 45 ans, a priori, on a 20 à 25 ans de carrière. Si la retraite, c'est à 60 ans, il reste encore 20 ou 25 ans, quoi. Donc c'est un peu bizarre que finalement, on ne vive qu'une demi-carrière. Donc il y a beaucoup de réformes qui sont passées, Pierre-Jacques vous détaillerait tout ça. Moi, je considère que c'est une volonté de changer les mentalités de façon forcée. Et la question que je me pose en tant que négociateur, je me dis, pour simplifier, les entreprises doivent embaucher les seniors, ils doivent garder les seniors. Tout ça, ça va être développé. Je me dis, est-ce que pour des cadres je dirais, qui ont votre niveau de formation, donc j'imagine à un assez haut niveau compte tenu de votre âge, est-ce que se faire embaucher parce que l'entreprise a des contraintes d'embaucher des seniors, ça a un sens? Est-ce que ne pas se faire licencier parce que l'entreprise a des contraintes de respecter les ratios de seniors, ça a un sens? Moi, personnellement, ça va durer 2 minutes ce que je vais dire. Je ne pense pas qu'une entreprise embauche des cadres supérieurs ou dirigeants pour respecter les contraintes. Les contraintes du nombre de cadres, etc. Et je ne pense pas qu'une entreprise, sauf marginalement, c'est un point de vue, conservera des cadres supérieurs ou dirigeants pour respecter des ratios de nombre de seniors, etc. Parce que je pense qu'il y a un certain moment où on est trop sensible. Donc, il y a un changement de mentalité qui va s'opérer, j'en suis certain, et c'est très bien. Maintenant, je ne suis pas sûr que, a priori, le public d'ici sera vraiment totalement impacté. Mais je me trompe peut-être, je ne sais pas. J'ouvre ça et Pierre-Jacques va tout vous expliquer. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Après. Victor Hugo disait « 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50, c'est la jeunesse de la vieillesse. » Au-delà de ce bon mot, il est clair qu'il y a une vraie ambivalence, à savoir qu'un salarié de 55 ans, dans une entreprise, va être perçu comme âgé, et lui-même d'ailleurs va se considérer comme âgé, sera également perçu comme rigide, cher, bref, plutôt un aspect négatif. Alors que la même personne, 5 ans plus tard, mais à la retraite, et étant en relativement bonne santé, apparaîtra comme un jeune retraité complètement dynamique. Cette ambivalence qui existe et
qui est véritablement très prégnante dans notre société. Je dirais qu'elle est le résultat notamment d'années, voire de décennies, de plans de pré-retraite. Ça fait 20 ans, 30 ans que l'on a enchaîné des plans de pré-retraite les uns après les autres. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, en France, le taux d'emploi des seniors soit un des plus faibles d'Europe. On est à 38%. La Suède, elle, est à 69%. Et finalement, on considère que c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème d'ailleurs dont s'est saisie l'Europe. Sachez, et ce rappel est important, que l'Union européenne, depuis le traité de Lisbonne de 2000, a considéré que les seniors constituaient une priorité, avec un objectif, nous étions en 2000, d'arriver dans tous les pays de l'Union européenne à un taux d'emploi de 50%. On est loin du compte, notamment en France. Alors face à une telle volonté, qui est une volonté pas franco-française, mais qui est une volonté européenne, quelle a été la politique française? Eh bien, on est passé de l'incitation à la contrainte. L'incitation, c'est le cumul emploi-retraite dont parlait Hervé. L'incitation, c'est le fait que quand on est désormais au chômage, jadis, ou du moins il y a quelques mois, quand on avait un certain âge, on était dispensé de rechercher un nouvel emploi, à partir de 57, 58 ans. Sachez aujourd'hui que cette limite, elle est repoussée d'année en année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié de 59 ans qui se retrouve au chômage va devoir rechercher activement un emploi parce que s'il ne recherche pas un emploi, la conséquence, elle est directe, suppression des allocations de chômage. On a aussi, vous savez, comme matière incitative, la surcote. C'est le fait que si on arrive à travailler après l'âge normal de retraite, eh bien, les droits qu'on acquiert sont des droits supérieurs en matière de retraite au moment où on la fera liquider. Et puis, c'est tout simplement, non pas le fait qu'on repousse l'âge de la retraite, puisque officiellement c'est toujours 60 ans, simplement on repousse l'âge à partir duquel on a une retraite à taux plein, ce qui revient exactement au même. Simplement, malheureusement, toutes ces séries de mesures incitatives, comme son nom l'indique, sont des mesures incitatives qui n'ont pas donné de résultats escomptés. C'est la raison pour laquelle on est passé de l'incitation à la contrainte. Et la contrainte, c'est quoi? C'est une loi de décembre 2008 et qui est venue imposer aux entreprises de plus de 50 salariés la mise en place d'un plan senior, d'un plan d'emploi senior. Et c'est là qu'on arrive effectivement à ce premier réflexe qu'il faut avoir, parce que je crois très sincèrement qu'il faut le connaître, ce plan senior, quand justement on est un senior. Alors c'est quoi un plan d'action senior? Pour faire simple, c'est un document qui aura été soit négocié avec les partenaires sociaux en interne, soit mis en œuvre unilatéralement par l'employeur, qui consiste à prendre des engagements. L'entreprise doit prendre des engagements. Et elle prend deux types d'engagements. Enfin, plus exactement, elle a le choix entre deux types d'engagements. Soit elle prend un engagement de recruter des seniors, et là il s'agit de recruter des salariés de plus de 50 ans, soit elle prend l'engagement de maintenir ces seniors en son sein. Et là, ceux qu'elle doit maintenir, ce sont les salariés âgés de plus de 55 ans. Et donc, le premier réflexe, me semble-t-il, qu'il faut avoir, et nous sommes avec Thierry un petit peu, non pas en opposition, mais en position plutôt nuancée, moi je considère que quand on va frapper à la porte d'une entreprise, et qu'on est dans ces âges-là, comme on dit, eh bien c'est toujours intéressant de connaître le plan senior. Si on est en matière de recrutement, c'est un atout en plus que d'avoir 50 ans. Alors je ne dis pas que ce sera déterminant, mais si vous savez que l'entreprise est dans cette perspective d'engagement, de recrutement, eh bien c'est un atout pour vous. Vous me direz, mais si c'est en maintien, est-ce que ça m'intéresse? Mais oui, ça vous intéresse. Pourquoi? Parce que les engagements de maintien dans l'emploi se font hors départ naturel. Et donc, les plus de 55 ans qui, dans l'entreprise, vont peut-être démissionner pour aller voir si ailleurs l'herbe est plus verte, ou vont peut-être, le cas échéant, être licenciés, eh bien, ça va avoir clairement une incidence sur cette obligation de maintien. Et donc, vous, compte tenu de votre âge, et c'est un atout, ça n'est pas encore une fois déterminant, mais je pense qu'il faut le connaître, eh bien, vous participerez effectivement
à ce maintien. Et sachez que ces engagements sont des engagements qui ont une certaine valeur parce que si l'entreprise ne prend pas ces engagements, vous savez, la contrainte, c'est toujours la carotte et le bâton. On a vu que la carotte tout à l'heure, c'est une chose qui certes a un intérêt, mais ne fonctionnait pas suffisamment. Si les entreprises de plus de 50 salariés, on y arrive vite, ne mettent pas en place ce plan, c'est à compter de janvier 2010, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est 1% de pénalité de la masse salariale par mois. 1% de pénalité. Aujourd'hui, je ne connais pas une entreprise qui n'essaye pas au moins de mettre en place un plan d'action senior. Sauf à se dire, je suis prêt à dépenser 1% par mois de ma masse salariale. Alors il y a des entreprises qui le font, de façon plus ou moins sérieuse. Mais donc voilà, donc premier réflexe, connaissez le plan senior. Je pense que c'est important dans la démarche que l'on peut avoir. Deuxième réflexe. Oui, monsieur. Pour rebondir sur ce qui se passe sur les handicapés aujourd'hui, les sociétés aujourd'hui sont aussi contraintes à embaucher les handicapés et très peu d'entreprises pour payer les pénalités. Oui, mais vous avez raison. Simplement, si vous voulez, aujourd'hui, je rappelle tout le contexte. Et Hervé l'a dit tout à l'heure, on a un vrai problème de retraite, on a un vrai problème de taux d'emploi, si vous voulez, des seniors. Soyons un tout petit peu cyniques entre nous. Le problème des handicapés, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui une sensibilisation des entreprises à l'intérêt qu'il peut y avoir d'embaucher des handicapés. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises qui préfèrent payer. Aujourd'hui, et c'est là qu'il faut en profiter, et Thierry le disait tout à l'heure, les mentalités sont en train de changer. Et pourquoi elles sont en train de changer? Parce qu'on se rend compte, et c'est ce que disait d'ailleurs en 2000 le traité de Lisbonne, les seniors constituent une richesse pour le monde du travail. En 2000, belle phrase, aujourd'hui quand on sait les problèmes de retraite, quand on sait les problèmes notamment en matière de retraite de répartition, ça devient une vraie préoccupation. Et à partir du moment où ça devient une préoccupation, les entreprises qui effectivement pendant des années ont dégraissé, ont utilisé les plans justement de pré-retraite, se rendent compte qu'elles ont peut-être manqué de conserver ce qu'on appelle la mémoire de l'entreprise, et que cette mémoire, ça peut être une valeur. Donc c'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec votre parallèle, mais je pense que l'avenir du plan senior est plus radieux que l'avenir du plan handicapé, sauf à ce que demain, effectivement, il y ait cette campagne de sensibilisation. Alors, je continue, si vous le voulez bien, sur mon deuxième réflexe. Deuxième réflexe, les trois choix de l'entreprise. Il faut savoir, et pardonnez-moi d'être un tout petit peu technique, que l'entreprise donc va mettre en place son plan senior. Et son plan senior, il est constitué de deux parties. Une première partie, comme je vous l'ai dit, qui tient en 3 lignes, c'est l'engagement qu'elle prend sur les 3 années à venir, soit de recruter, soit de maintenir. Recruter les plus de 50 ou maintenir les plus de 55. Mais elle a aussi, et c'est une des conditions de la validité de son accord, elle doit entreprendre un certain nombre d'actions parmi 6 domaines d'action qui ont été fixés par le législateur. Parmi ces 6 domaines d'action, il y a la pénibilité, les conditions de travail, il y a la formation, il y a le tutorat, il y a l'évolution professionnelle, bref. Dans tous ces domaines, l'entreprise doit en choisir 3 et doit mettre en œuvre des actions au bénéfice des seniors. Et donc, une fois que vous aurez eu connaissance de ce qu'il existe un plan senior dans l'entreprise, une fois que vous aurez lu ce document et que vous aurez vu que l'entreprise a fait le choix dans 3 domaines d'action, eh bien, la conséquence, c'est d'exploiter ces choix. En matière d'évolution, l'entreprise prévoit un bilan avec les DRH de seconde partie de carrière, avec possibilité de bilan de compétences. Eh bien, encore une fois, comme le disait Hervé tout à l'heure, n'attendez pas qu'on vienne vous sonner pour vous dire, dites, pour que ça rentre dans mes statistiques, venez, je vais vous recevoir dans votre bilan de deuxième partie de carrière. C'est là où il faut être proactif. Et c'est là où, effectivement, il faut dire, après avoir lu ça, et dire, attendez, moi je le veux, mon entretien de deuxième partie de carrière, pour examiner effectivement avec vous ce que sera mon évolution. Si dans les domaines d'action, on prévoit de valoriser ce que l'on appelle les VAE, la valorisation des acquis et de l'expérience, qui permet, en d'autres termes,
à des gens qui n'ont pas eu forcément de diplôme, mais qui ont l'expérience professionnelle, de faire valider par des jurys tout à fait, comment dirais-je, officiels, de faire valider l'expérience en ayant une sorte de diplôme. L'expérience vaut diplôme. Attendez, quand vous voyez ça, si vous êtes le self-made man qui depuis 30 ans n'avait peut-être pas forcément eu de diplôme, mais avait acquis une certaine expérience, eh bien vous vous engouffrez absolument dans cette VAE. Si l'entreprise prévoit que les seniors sont prioritaires pour toutes les actions de formation, CIF, bilan de compétences, etc. Encore une fois, vous devez être proactif et ne pas attendre, et c'est là où on est complètement complémentaire avec les premiers réflexes, vous avez là une légitimité à aller sonner à la porte de votre DRH pour dire « Attendez, je veux en profiter ». Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, ça va être de nature à renforcer votre employabilité et donc de nature, bien évidemment, à renforcer votre position au sein de l'entreprise. Donc là aussi, au-delà de ce document technique, mon souci ce soir est de vous sensibiliser à l'existence de ce document et de vous dire que vous avez peut-être un intérêt, et je le crois profondément, à tout le moins en prendre connaissance, à le lire et à vous positionner par rapport à ce plan d'action et à dire comment moi, je peux effectivement l'utiliser dans le cadre de ma carrière professionnelle. Et puis, dernier point, et là, il faut être un petit peu, comment dirais-je, là aussi un peu réaliste. Je le voulais indiquer tout à l'heure, ce plan d'action senior peut vous aider ou peut contribuer à vous aider dans le cadre de l'embauche. Maintenant, il peut aussi vous servir si effectivement vous vous retrouvez dans une situation difficile. Quand je dis une situation difficile, c'est proche, voire pas loin d'un licenciement. Et là, dans la négociation que vous pourrez avoir, eh bien, vis-à-vis de l'entreprise, c'est dire, attendez, mon licenciement est envisagé, mais est-ce que véritablement, pour moi, à titre personnel, vous avez joué le jeu de bonne foi et de façon loyale du plan d'action senior que vous avez mis en œuvre? C'est un élément de négociation qui sera non négligeable. Et puis si, malheureusement, l'entreprise décide de vous licencier, eh bien, je pense que dorénavant, parmi les éléments qui constitueront le dossier que vous ferez valoir et qui vous servira, le cas échéant, à vous défendre ou à négocier, eh bien, le fait que vous pourrez mettre en avant le fait que soit vous avez été complètement dans le jeu de ce plan d'action senior, soit que l'entreprise n'a pas joué le jeu vis-à-vis de vous. Et si elle n'a pas joué le jeu vis-à-vis de vous, il est clair que ce sera un élément qui sera nécessairement pris en compte par les tribunaux si vous devez aller jusqu'aux tribunaux. Tout ça pour vous dire en quelques mots brefs et courts que, sans que ce soit forcément déterminant, bien évidemment, parce que tout doit être pris en compte. Simplement là, il y a aujourd'hui, je crois, une opportunité. Il y a des dispositions législatives qui sont mises en œuvre, qui sont contraignantes et, je crois, qui vont dans le bon sens à l'égard des entreprises parce qu'on a considéré que c'était une vraie richesse. Alors qu'avant, si vous voulez, c'était un peu du bon sens. Aujourd'hui, il y a, je dirais, un soutien législatif à mettre en avant la qualité, les atouts, les avantages que peuvent avoir les plus de 55, enfin les plus de 45 ans, on va dire les seniors, même si ce terme n'est pas forcément est un terme qui englobe beaucoup de monde. Et donc à partir de là, eh bien, quand on connaît un peu la loi, sans forcément la connaître de façon technique, je pense que c'est véritablement dans ce domaine-là un atout supplémentaire que vous pourrez exploiter et en tout état de cause qu'il ne faut pas, à mon sens, négliger. Voilà, merci de ces quelques observations, enfin, de votre attention sur ce point. Des questions peut-être ? Le point 11, Le point 11, exploitez vos choix. Je reviens alors. Exploitez vos choix. Oui. Voilà, trouver les trois choix et exploiter les choix. Voilà. C'est-à-dire que si et vous pouvez aller sur les sites, comment dirais-je, les sites gouvernementaux, etc. Recrutement des salariés âgés dans l'entreprise. Vous tapez plansenior.gouv. Vous verrez toutes les
les idées qui sont données aux entreprises. Bon. Alors, elles ne les prennent pas toutes parce que ce sont des outils. Les entreprises choisissent en fonction de leur profil, choisissent en fonction de leur culture d'entreprise, etc. Mais elles sont obligées de mettre en place un certain nombre d'outils, d'actions, de s'engager. Et donc là, en quelque sorte, il vous appartient, nous semble-t-il, important de les appréhender et de les faire vôtres. Et encore une fois, de ne pas subir, mais d'agir. Est-ce que ces dispositions elles sont spécifiques à certains types de contrats de CDI ou est-ce que ça s'applique aussi au CDD? Et dans ce cas-là, effectivement, une exploitation du plan senior est plus facile. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cette entreprise, en fait, un CDD qui est moins engageant pour elle, valorise aussi son plan senior, et c'est le cas que la négociation peut intervenir plus facilement. Tout à fait. Il n'y a aucune discrimination. L'entreprise, si dans les engagements qu'elle prend à un moment donné, parce qu'il faut faire des calculs, bien évidemment, est-ce qu'elle a rempli ou pas ses engagements, si dans par exemple, si c'est un engagement de recrutement, les CDD participent, je dirais, à la réalisation de l'engagement. Donc, il n'y a pas de... Je dirais, les CDD ne sont pas mis de côté. Et donc, là encore une fois, ça peut être un élément intéressant, je dirais, pour demander ou pour argumenter, pourquoi pas, la prolongation, voire la transformation du CDD en CDI. Vous savez par ailleurs qu'il existe ce que l'on appelle le contrat de projet, qui est réservé aux cadres, qui malheureusement n'est pas quelque chose qui se développe beaucoup parce que ça suppose, pour qu'il soit mis en place, que les partenaires sociaux au niveau de la branche l'aient mis en œuvre. Mais là aussi, c'est quelque chose qui s'adresse aux experts. C'est en fait un contrat à durée déterminée qui dure entre 18 mois et 24 mois. Mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la réalisation d'une mission. Et il ne concerne que les cadres et les ingénieurs. Et si vous voulez, là aussi, c'est un outil de recrutement qui est intéressant parce qu'une entreprise n'aura peut-être pas forcément le courage ni l'audace d'engager en CDI, parce que vous savez qu'un CDI, ça fait toujours un petit peu peur, tel ou tel senior. Mais si après 1 an, 18 mois, ce senior a montré qu'effectivement, il remplissait parfaitement sa tâche et qu'il avait apporté cette valeur ajoutée qu'on attendait, c'est un élément qui contribue effectivement à la pérennisation de son emploi, c'est clair. Ce que vous avez expliqué, on attend depuis pas mal d'années le cas du boomer, donc la libération de poste. Donc cet effet-là va donc générer une certaine quantité de non-emploi dans les périodes de ça va se décaler. J'ai des chiffres, dans 10 ans, il y a 600 000 baby-boomers qui vont quitter chaque année le marché du travail. Mais ça va être reculé Oui, enfin ça va être reculé. Pas tant que ça quand même, quoi. Mais bon. Si la retraite est Oui. 70, puis à 75, On va mourir à la tâche. quand on va aux États-Unis et quand on voit des gens de 65, 70 ans décoller le McDo, quand même. Oui, c'est clair. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de cette loi qui va entrer en vigueur, si j'ai bien compris, le 1er janvier, qui fait que les entreprises ne peuvent pas licencier des gens de plus de 60 ans, sauf si l'intéressé est d'accord. Oui. Alors, ce n'est pas licencier, justement. Licencier, on peut toujours. On peut toujours. En France, vous savez, en France, on a une liberté, les entreprises ont une liberté totale de licenciement. Quand on vient dire, on peut pas, c'est faux. Enfin, il faut avoir un motif réel et sérieux, mais à partir du moment où on a un motif réel et sérieux, il n'y a aucune interdiction de licencier. C'est du rôle et du pouvoir de direction de l'entreprise. En revanche, la mise à la retraite. La mise à la retraite, et comme vous le dites, la loi est la suivante. Il y a, si vous voulez, la différence entre mise et départ à la retraite. Départ à la retraite, c'est le salarié qui est volontaire, qui veut partir. Il faut vraiment avoir envie de partir parce que les sommes qu'on perçoit sont peanuts et en plus elles sont soumises à cotisation et soumises à impôt. Bien. En revanche, le départ, ce qu'on appelle la mise à la retraite, eh bien, c'est effectivement, comme son nom l'indique, l'employeur qui met à la retraite. Jusqu'à récemment, on pouvait mettre à la retraite à partir du moment où le salarié avait non seulement l'âge de la retraite, mais avait acquis tous ses droits à une pension de retraite complète. En gros, à partir de 65 ans, je vous mets à la retraite et vous n'avez pas la possibilité de me dire non. C'est mon droit à moi, employeur. Bien. Sous réserve, bien évidemment, que j'ai l'âge
et que j'ai tous les trimestres, enfin que le salarié a tous les trimestres. Au jour d'aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus, à savoir que pour pouvoir mettre à la retraite, il faut avoir l'accord, effectivement, comme vous le dites, l'accord du salarié, et ça jusqu'à 70 ans. Alors, à partir de 70 ans, effectivement, on peut être mis à la retraite, le salarié n'a plus le droit de dire « je ne veux pas ». Voilà, donc je vous confirme qu'effectivement, c'est en vigueur en fait depuis 2009. Janvier 2009, il y avait une petite période transitoire pour un certain nombre d'entreprises, enfin pas de branches professionnelles qui avaient prévu ce qu'on appelle des CATS, qui aujourd'hui n'existent plus. Mais effectivement, maintenant, vous ne pouvez plus être mis à la retraite avant 70 ans. Et ça prend effet Alors, au 1er octobre, puisqu'on compte le préavis. Oui, c'est la notification, tout à fait, notification, tout à fait, c'est exactement ça. En revanche, le licenciement, encore une fois, vous savez, en France, c'est le principe des effets pervers. Les papy boomers vont bien rester. Oui, ils vont bien rester. Et 70, alors s'il est à la retraite et qu'il n'a pas passé le trimestre, C'est pas grave. on lui donne On le met à la retraite, on peut. Si vous voulez bien, on va conclure. Après, il y aura, j'imagine, beaucoup de questions, juste histoire de finir l'exposé. Tu veux commencer ? Tu veux conclure ? Ah non, moi Non, moi, ma conclusion, elle est très simple. C'est 45 ans et plus, il n'y a pas de fatalité. Mon métier est d'accompagner des gens en transition de carrière. Et ce que je trouve passionnant dans mon métier, c'est de voir des gens qui rebondissent. Des gens qui, quand ils arrivent dans le cabinet, sont un peu usés, fatigués, amers, qui n'ont pas fait leur deuil, qui se projettent pas dans l'avenir, qui sont encore dans le passé et à remuer des choses pas très positives. Et la grande satisfaction de ce métier, c'est de voir les gens justement rebondir. Rebondir souvent sur une nouvelle vie. Alors soit en entreprise, en ayant quitté une entreprise avec laquelle ils étaient plus compatibles, et retrouver une entreprise où ils trouvent un nouveau dynamisme, une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Et ça, c'est extraordinaire de voir cette mutation et de voir qu'elle est possible à tout âge. Ou alors des gens faire enfin ce qu'ils avaient envie de faire. Pour un, c'était d'ouvrir une maison d'hôtes à Biscarrosse. Pour l'autre, ça a été de créer sa boîte. Et de se dire, voilà, maintenant je pars, j'ai 50 ans, j'ai 3 ans d'ACDX, c'est juste ce dont j'avais besoin pour créer ma boîte. Aujourd'hui, pour créer une société en France, il faut mieux se faire licencier, si possible d'ailleurs après 50 ans. Et avec un bon package de départ. Pour d'autres, qui en pouvaient plus la hiérarchie, c'est de reprendre une entreprise. C'est-à-dire, j'ai pas d'idée, mais je suis un entrepreneur. Et j'ai toujours perçu dans ma carrière, j'étais un entrepreneur. Donc je suis prêt à reprendre une entreprise. Et puis pour d'autres, ça peut être d'aller dans le consulting parce qu'ils ont une expertise et qu'ils ont envie de monnayer cette expertise. Donc voilà, donc pour moi, la conclusion, c'est avoir 45 ans et plus, c'est pas une fatalité, il faut pas être résigné. Ce qui vous aidera à rebondir, ce qui vous aidera à vous faire plaisir, ce qui vous aidera à réussir, c'est plus votre posture. Plus vous serez positif, plus vous verrez l'avenir plutôt en rose qu'en noir, plus vous aurez un discours justement qui se projette dans l'avenir, plus vous aurez de chance et plus vous aurez de possibilités de bien rebondir. Voilà. Quant à moi, ce qu'on vous a donné là aujourd'hui, les points de vue étaient très complémentaires. C'est pas des solutions magiques, c'est plus notre expérience à tous les trois, avec des points de vue et des prismes différents. Mais dans tous les cas, ça reste difficile. C'est-à-dire que le combat est à mener maintenant et ne s'arrêtera pas. Ce qu'on vous a donné actuellement, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on sait faire de mieux, chacun dans nos métiers respectifs. Parce que les décisions sur les décisions de carrière, les décisions de vie, en fait, sont globalement complexes. Elles intègrent une part professionnelle, elles intègrent une part personnelle, elles intègrent des dimensions psychologiques, elles intègrent des dimensions de famille, etc., etc. Ce que je veux dire, moi, en tant que négociateur, c'est que il faudrait que vous arriviez à intégrer le fait qu'on peut tout obtenir par le dialogue. Et que si on ne l'a pas obtenu, c'est qu'on a mal géré le dialogue. Il n'y a aucune négociation qui n'aboutit pas par le dialogue. Simplement, le mot négociation est un tout petit peu galvaudé.
j'aurais tendance à dire par la discussion, par l'écoute de l'autre, comme disait Crozier, qui est un sociologue, par la compréhension de ses intérêts à agir, pourquoi il le ferait et pourquoi il ne le ferait pas. Et quelle que soit la négociation que vous ayez à faire avec votre employeur, il y a toujours moyen de trouver une solution qui soit équilibrée, des fois en votre faveur, des fois un peu plus en faveur de l'entreprise, mais globalement, il y a un équilibre qui est trouvé, que ce soit dans une embauche, dans un départ, dans l'évolution interne, en utilisant la nouvelle réglementation, sans utiliser les nouvelles lois, etc., etc. Le dialogue est la clé de tout, et simplement, il faut le structurer. On ne va pas en négociation la fleur au fusil. Donc c'est important, on obtient toujours quelque chose par la voie du dialogue. Donc maintenant, on est ouvert aux questions multiples. Trois points, les deux premiers n'appellent pas là-dessus. Le premier point, c'est j'apporte un complément d'info à ce que tu conçois tout à l'heure. Ce matin, j'étais en réunion avec le président de l'association de chefs d'entreprise. Ils ont envoyé 600 invitations pour l'emploi de handicapés. Il y avait 3 personnes présentes, dont 2 postes. Scandale. La deuxième chose, vous annoncez 100 000 départs de baby-boomers dans 10 ans. Et vous me dites, moi, en 10 ans, ça ne m'intéresse pas. C'est cher du pas dans 10 ans. Et la troisième chose, là, c'est la question, parce que c'est un thème vraiment d'actualité. Il y avait exactement le même sujet la semaine dernière, dans une conf à laquelle j'ai assisté, l'employabilité des seniors, où j'ai entendu un petit peu la même chose, on va dire que c'est normal. Comment on fait alors que les jeunes qui sortent un diplôme, qui signaient un contrat 3 mois avant d'avoir leur diplôme, il y a 5 ans, maintenant mettre 9 mois pour trouver un job, en clair, comment on fait manger 20 vaches quand on a à manger pour 5 vaches? Bon, il faut être réaliste. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est extrêmement tendu. C'est clair. Il s'est tendu assez rapidement. Hein. Moi, le rideau de fer sur le marché de l'emploi, il est tombé il y a à peu près 1 an. Et nous, on l'a beaucoup vécu dans les cabinets d'outplacement, puisque jusque-là, je dirais que il y avait des recrutements qui se faisaient encore à un rythme à peu près moyen. Et tout d'un coup, c'est vrai que le recrutement s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la durée d'emploi, la durée de recherche, était un peu plus longue. On est passé en moyenne, et je dis bien c'est une moyenne, de 8-9 mois à plutôt 10 mois. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est que quasiment toutes les personnes qu'on accompagnait trouvaient par le réseau. Ne trouvaient plus par le recrutement, les annonces et les chasseurs de tête. Donc nous, dans les cabinets d'outplacement, c'est clair qu'on met un énorme accent sur le réseau aujourd'hui, parce que les candidats qui se sont reclassés ces derniers mois se sont reclassés uniquement par le réseau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des postes, mais il faut aller les chercher. Donc il faut être en mode proactif. Pour certains, ça va durer du temps. Pour certains, moi j'ai vu des gens, ça a duré même plus de 2 ans. Mais au bout de 2 ans, j'en pense à 2 candidats que j'ai accompagnés qui ont été mes plus longs accompagnements. Au bout de 2 ans, tous les 2 ont retrouvé un poste en CDI et tous les 2 ont retrouvé un bon poste. Donc c'est dur, mais c'est pas une raison pour se décourager. Une question technique, est-ce qu'on trouve également la même baisse sur les emplois type management de transition? Est-ce qu'au contraire, il n'y a pas un transfert vers ce type de contrat? Alors là, je parle sous le couvert de l'association, sous le contrôle. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que il y avait tendance, les managers de transition pensaient qu'il y aurait plus de missions, qu'il y aurait un transfert. Et en fait, ça ne s'est pas effectué. Il y a eu plutôt moins de missions de managers de transition, sauf que ces managers de transition en mission, il y a eu un plus fort taux de transformation en CDI.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se sont mis à la cape et pour certains jobs, ont commencé à tester les gens soit dans des missions de management de transition, soit par des CDD. Moi, j'ai eu comme ça, ce qui m'arrivait jamais avant, des candidats qui ont pris un CDD, alors qu'ils l'auraient sans doute pas pris il y a quelques années, et ce CDD s'est transformé en CDI. Ce CDD a été une sorte de grosse période d'essai. Donc, pour répondre à votre question, le nombre de missions de managers de transition clairement a baissé. Passage d'un grand groupe à un groupe de taille moyenne, on est habitué dans des grands groupes à avoir des postes de management. Et donc, on s'interroge en disant, moi j'ai plus un profil de polyvalent qu'une expertise dans un domaine donné. En plus, c'est ce qui me plaît. Quelles sont les qualités ou quels sont les processus? Alors, il y a deux questions. Quelles sont les qualités pour passer d'un grand groupe à un groupe, je dirais, pas un groupe de taille moyenne, pour dire. Et quel est le processus pour se vendre pour se vendre vis-à-vis de ce type de société. Et là, je m'adresse à vous deux, puisque je pense qu'il y a du comportemental, et il y a du réseau ou des processus. Tu vas commencer. Alors, pour passer de l'un à l'autre, le problème déjà, c'est qu'en France, on est dans le copier-coller. C'est une mentalité française. Vous êtes directeur marketing dans un grand groupe de lessive. Ça tombe bien, on va vous trouver un poste de directeur marketing dans un autre groupe de lessive. Donc déjà, on se heurte en France à cette problématique du copier-coller. Le deuxième point après, c'est qu'il y a une ambivalence aussi dans les groupes de moindre taille. À la fois, ils sont attirés par les gens qui sortent des grands groupes en disant voilà, quelqu'un qui est dans un grand groupe, il va nous apporter une expertise qu'on n'a peut-être pas. Et d'un autre côté, ils sont aussi un peu apeurés par ce type de candidat, puisqu'ils se disent oh là là, il est habitué à un grand groupe avec quelque chose qui tourne, voilà, mais quand il va falloir se retrousser les manches, c'est un homme de grosse structure, il n'y arrivera pas. Donc déjà, et pour répondre à la deuxième question, le premier point, c'est de rassurer votre interlocuteur sur ce point, c'est-à-dire que dans un grand groupe, évidemment vous étiez dans un grand groupe, mais dans ce grand groupe, vous étiez dans une petite entité qui était comme un groupe petit ou moyen. Donc c'est par ce type de discours que vous pouvez rassurer une peur ou une crainte qu'on retrouve très souvent chez le futur employeur. Ça c'est le premier point, ou le deuxième. L'autre élément de réponse, c'est qu'évidemment, autant les grands groupes, on les identifie facilement, ils sont visibles, ils sont lisibles, autant les groupes moyens ou les petites entreprises, c'est beaucoup plus dur de les identifier. Et là, il y a un vrai travail à la maison à faire pour justement, et on va les identifier par le réseau, et on va y arriver le plus souvent par le réseau, pour identifier ces groupes grâce au réseau et pour les approcher grâce au réseau. Je vous donne 2-3 trucs. Déjà, pour identifier ces groupes, allez voir les syndicats professionnels, allez voir justement les chambres de commerce et d'industrie, etc., parce qu'eux les connaissent. Et puis, servez-vous aussi du réseau en essayant de rencontrer des gens qui puissent vous connecter à ces groupes-là. La hantise de la PME, ces rencarts, ce sont des fonctionnaires dans les grands groupes. Pour lutter contre l'image du fonctionnaire au grand groupe qui arrive dans la PME et qui veut sa secrétaire, son échange, son ambition. Donc c'est ça le point essentiel dans le discours. Je vais apporter un point de vue complémentaire, même si je partage totalement le point de vue d'Hervé. Ma vision est un peu différente. C'est toujours une problématique d'analyse de la valeur. Une entreprise a un besoin. Et par rapport à ça, elle cherche un, entre guillemets, produit, une personne qui va répondre le plus possible à son besoin dans un délai le plus court possible et au prix le moins cher. C'est un élément qui peut être positif ou négatif de passer d'un grand groupe vers un groupe plus petit. Cependant, ça va uniquement dépendre de quel est le besoin précis de l'entreprise. Si l'entreprise cherche des gens qui vont structurer l'organisation
Moi, j'ai eu ça d'une taille moyenne, enfin une entreprise de 300 personnes, qui cherchait une personne qui vient d'un grand groupe parce qu'elle se disait cette personne m'a apporté des structures qu'aujourd'hui je n'ai pas. Alors vous avez de la valeur pour l'entreprise. Si au contraire l'entreprise cherche quelqu'un d'un peu foufou qui sera capable de toucher un peu à tout, de faire des RH, de faire de la finance, du commercial, etc., c'est vrai que du coup, vous êtes en décalage par rapport, enfin votre valeur est en décalage par rapport aux besoins de l'entreprise. Et pour remonter un cran en amont de la démarche, alors je ne fais pas du tout de conseils en recrutement, préparation, entretien, etc. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent une erreur, c'est que on passe beaucoup de temps à parler de soi et on passe peu de temps à savoir de quoi l'autre a besoin. Et quand vous êtes en entretien, en recrutement et vous dites « moi je », ok, mais dans l'absolu, on s'en moque. Ce qui intéresse la personne qui est en face, c'est qu'elle sente que, un, vous intéressez à elle, et deux, que vous pouvez satisfaire ses besoins. Donc, ce qui est important dans cette démarche, c'est de savoir quels sont ses besoins. Alors du coup, s'il a un besoin d'une personne qui vient d'une grande entreprise, vous le mettez en avant. Si, a priori, il n'en a pas besoin, bah, vous le masquez, vous voyez comment vous pouvez mettre d'autres choses en avant. Donc, fondamentalement, encore une fois, j'ai vraiment une vision de la valeur. C'est-à-dire quelle valeur vous allez apporter, mais ça veut dire quel besoin vous avez en face. Clairement, alors le problème, vous dites ça, mais c'est évident, rejoint la négociation de départ aussi. J'ai aux gens qui imaginent que c'est un projet. Un projet, il y a du temps, il y a des acteurs, il y a des influences. Donc, cette démarche marketing-là, il y a très très peu de personnes qui savent la faire pour. Non, mais Dieu merci, c'est mon métier. Mais c'est exactement une démarche marketing. Je pense que pour la petite entreprise, c'est votre schéma-là qui, moi, je trouve le plus pertinent. C'est-à-dire que quand on s'adresse à un grand groupe, on travaille avec une description de fonction, on travaille avec un profil, avec un lycée. Quand on travaille avec une TPE ou une PME, on prend votre schéma, on cherche les tripes, on cherche l'affectif, et on essaye de vibrer avec le patron qui prend son pied avec son job, et on essaye de voir ce qu'on peut lui amener. Et donc là, il y a une relation beaucoup plus affective pour arriver à avoir un succès. Que l'on n'a pas nécessairement aussi visible. Oui, voilà, alors là je vous rejoins totalement. En fait, je pense que c'est une erreur de penser que l'affectif n'est pas partout. Même dans les très grands groupes, il y a une proximité qui est... Enfin, des moments où je dis aux personnes, est-ce que vous iriez manger avec votre président ou avec votre patron? Est-ce que vous passeriez du temps avec lui non professionnel? Et comme vous l'avez justement dit, c'est invisible dans les grands groupes, mais ça existe. Alors moi j'ai été DRH pendant 1 an et demi en Chine sur 30 000 personnes, donc voilà, l'affectif était très présent, mais il est aussi effectivement très présent en France et en Europe. Oui, clairement. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un de mes candidats et qui répond à ce type de questions. Voilà, c'est quelqu'un qui est directeur des opérations, c'est un centralien, directeur des opérations dans un grand groupe bien connu, et donc il se fait licencier. Et il fait une recherche sur deux axes. D'abord plutôt des grands groupes, et puis aussi des plus petits groupes. Et grâce au réseau, à un moment, il se retrouve dans un petit groupe que moi je ne connaissais pas, qui est un petit groupe qui est sur une niche absolument fabuleuse, qui dégage des marges extraordinaires. Et la personne qui gère ce groupe a 60 ans. Et elle gère ce groupe tout seul. Donc elle veut commencer à prendre du recul et elle cherche un directeur général. Le travail qu'on a fait ensemble pour préparer les interviews, les entretiens de recrutement, a été un travail justement pour rassurer le patron. Je vous donne quelques exemples des verbatims du patron. Moi, les banquiers, je ne veux même pas les écouter. Mettre 1 euro chez le banquier, c'est le perdre. Sa hantise, ce patron, c'est de perdre sa société. Sa hantise, c'est d'introduire le loup dans la bergerie. Donc, les différents entretiens, ça a été que de la préparation pour, à chaque fois, rassurer le patron. Avec des formulations qu'on a trouvées et que le candidat a pu reproduire. D'ailleurs, c'est lui qui les a trouvées, sauf que c'est moi qui ai dit « ça, il faut le dire au patron ». Et la formulation, c'était « on va former un tandem, comme sur un vélo. Vous serez comment dire, avec le guidon, les freins, etc., et les vitesses. Vrai, c'est vrai. Et moi, je suis derrière et je vais pousser. » Oui, une question là-bas.
lorsqu'on est porteur d'un projet d'activité salariale qui n'existe pas dans l'entreprise, mais qui peut répondre à un besoin après une certaine enquête, comment, si le secteur ciblé est complètement différent de ceux dans lesquels on a orienté opérationnel, comment rassurer sur sa légitimité, sachant que les compétences qu'on peut avoir sont effectivement faites pour le projet d'entreprise, mais n'ont rien à voir techniquement avec le secteur qu'on veut rejoindre. Alors, déjà, pour ce type de projet, c'est le réseau, sinon rien. Surtout, ne perdez pas de temps avec les chasseurs de tête et autres cabinets de recrutement. Ne perdez pas de temps à envoyer des courriers type candidature spontanée et tutti quanti. C'est le réseau, sinon rien. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est justement, le réseau consiste à quoi? C'est d'aller rencontrer des gens que vous avez ciblés, de la part de gens que vous connaissez. Et les gens qui vous reçoivent parce que vous venez de la part de gens en qui ils ont confiance. Donc, ils sont un peu forcés de vous recevoir. Donc déjà, il faut cibler les personnes que vous voulez rencontrer, utiliser le réseau pour pouvoir être mis en relation avec ces personnes qui sont forcées de vous rencontrer. Et c'est dans vos entretiens réseau que vous avez des messages, votre message à faire passer. Normalement, plus vous ferez d'entretiens réseau, plus vous avez de chances mathématiquement de tomber à un moment sur quelqu'un qui va accrocher à votre idée. Mais pour ça, il faut peut-être en faire 50, 60. Plus vous ferez aussi d'entretiens réseau, plus à la fin, vous serez meilleur dans votre discours. Parce que vous aurez testé votre discours et votre discours final sera vraiment très, très affûté. Mais ça peut prendre du temps. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question. Mais la réponse, t'as compris? J'ai compris ta réponse. Ça va. Et du coup, j'arrive pas à remonter non plus à la question. Vous souhaitez créer une entreprise à... Vous choisissez Jean ? À une entreprise ou à une institution, mais qui n'a rien à voir avec une domaine d'activité précédente. Simplement, c'est un projet auquel j'ai corrigé, que j'ai déjà présenté, qui m'intéresse, mais qui me pose un problème de légitimité technique. Mais vous avez un savoir-faire quand même. Voilà, mes compétences, à la limite, ne posent justement pas de problème. Mais dans la mentalité franco-française, Je comprends très bien ce que vous dites. rentrer dans une case, traverser un fleuve, si vous voulez, pour aboutir à un autre secteur, pose problème. Et donc, comment rassurer, c'est-à-dire même le premier entretien, comment rassurer sur une légitimité? Moi, je vois beaucoup ce qu'il y a dans les MBA, moi. Parce qu'il y a des gens qui font un MBA vers 40 ans, qui d'un coup veulent changer complètement de secteur et qui pensent que parce qu'ils ont un MBA, on va les embaucher dans n'importe quel secteur. Je dirais c'est super difficile. C'est très naïf ce que je dis. Je pense qu'il n'y a que le temps et le résultat qui donneront de la crédibilité à un projet. Mais le vendre en anticipation de phase, ou alors c'est une personne qui vous fait confiance. Ça revient à ce que dit Hervé. Et vous allez trouver un individu qui a le pouvoir de payer, parce que quelque part il faut le financer le projet, et qui vous fait confiance, qui est prêt à dormir sur un investissement pendant quelques temps. Le problème c'est que vous ne pouvez pas acquérir une crédibilité sans expérience, sans successful track, à part trouver une personne, trouver une sorte de mécène entre guillemets, un individu, ou sinon... Je peux m'excuser? Je ne vous ai pas entendu. Je suis assez mal à l'aise pour vous répondre. Ça mériterait en fait une consultation particulière que Thierry est prêt à faire pour la modique somme de 633 €. La demi-heure. La demi-heure, hors taxe. Non mais il y a des moments où sur ce type de problème, c'est vrai, ce qui est très intéressant dans cette problématique, c'est le cas particulier. Il y a beaucoup de cas particuliers. Donc il y a des généralités, on peut dire des généralités. À un moment, il faut rentrer dans le cas particulier pour donner les bonnes solutions.
Moi, je dois donner un témoignage. J'ai été au chômage. Je crois que certains d'entre vous ici sont au chômage, ou vont l'être, ou ont peur de l'être. Je n'ai pas oublié cette douleur. J'ai créé mon affaire, elle a 5 ans, elle marche pas trop mal. Et je suis venu ici parce que j'appartiens à Bobigny. Mais je n'ai pas oublié que le réseau, j'ai été intelligent, beaucoup de succès, etc. Et je pensais qu'en cherchant un travail, on m'attendait. J'ai découvert qu'on ne m'attendait pas du tout. C'est une sacrée découverte, premièrement. Deuxièmement, vous découvrez le chômage, vous pointez, vous découvrez vos ascédiques, et puis vous rentrez chez vous. Donc je n'ai pas oublié cela. Donc voilà toutes ces raisons pour lesquelles je suis là. Donc je voudrais témoigner pour dire, ce que j'ai appris pendant cette période de chômage, c'est qu'il faut de l'humilité. Autrement dit, vous ne savez plus grand-chose, mais vous écoutez. Écoutez, ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça, en fait. Deuxièmement, cloisonner. Autrement dit, vous pouvez avoir un entretien et vous dire, c'est celui-là que je vais trouver, c'est le bon. Non, c'est peut-être la petite information qui est secondaire qui va vous apporter autre chose. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'il faut bien retenir, c'est cloisonner. Un projet que vous avez, cloison, faites un deuxième, tendez des gaules, comme le pêcheur. Tendez une gaule, 2 gaules, 3 gaules, 4 gaules, 10 gaules, et suivez les bouchons. Ne pensez pas une seconde que celui qui bouge, va peut-être vous apporter le travail que vous attendez. Peut-être celui qui ne bouge pas, ou qui va bouger dans 15 jours. Donc c'est ça, c'est ça que je voulais vous donner comme témoignage. Je n'ai pas oublié aussi qu'on avait un communiste, c'est que Jospin, qui dit qu'en 2010, il y aurait 5% de chômage. Il s'est trompé. Mais vous voyez, nous sommes, comme vous dites, les mentalités changent. Elles changent très vite. Le monde est vraiment un village. Ça change très très vite. On a une industrie qui est partie. Je suis dans le textile, qui est partie. Je suis B2B. Donc, vous savez, B2B, c'est de plus en plus des oiseaux rares. Et tout le monde ne sera pas dans le service. Les Américains découvrent justement un des services, c'est peut-être pas l'idéal. Donc voilà, au-delà de tout ça, je suis là pour écouter, pour apprendre, pour voir des copains, pour voir ce qui se dit, pour rencontrer du monde, pour réseauter. Je crois qu'effectivement, c'est des choses qu'il faut faire très vite, très tôt. Et politique, là je rejoins totalement Thierry. Et je suis là pour donner cette information. On s'en sort. On s'en sort, mais il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute et cloisonner les projets qu'on peut avoir. Alors, je vais rebondir et je vais donner un élément complémentaire. J'achète tout à fait votre commentaire. L'élément complémentaire, c'est en recherche d'emploi, c'est aussi penser à la sérendipité. La sérendipité, c'est cet art de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas en cherchant quelque chose de différent. 2, 3 exemples de sérendipité. Le premier exemple, c'est la pénicilline. Monsieur Fleming, Sir Fleming, lorsqu'il a découvert la pénicilline, ne cherchait pas du tout à découvrir la pénicilline. Il est tombé dessus par hasard. C'est un accident de laboratoire qui a provoqué des champignons dans une pipette, et à partir de là, il a découvert la pénicilline, qui est quand même la grande invention médicale, une des grandes inventions médicales du XXe siècle. Un deuxième exemple de sérendipité, c'est le post-it. Monsieur Sterling, qui travaillait chez 3M, travaillait sur un projet de superglue. Et à un moment, il a fait une formule, mais pourrie de chez pourrie, qui ne marchait pas. Et cette formule est restée 4 ans dans le placard. Et c'est un de ses collègues, c'est ce que dit la légende, qui en avait assez dans son missel de messe que ses marque-pages tombent, qui a été rechercher la formule et qui a redécouvert, ou découvert plutôt, le post-it. Et pour maintenant appliquer ça à la recherche d'emploi, je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu avec un de mes clients. C'est donc un client qui était directeur marketing dans un grand groupe de lessive. Et il cherchait à devenir directeur marketing dans, on va dire, le food, le domaine du food, c'est-à-dire l'alimentaire en général au sens large. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son réseau. Il a commencé à rencontrer des gens qui pouvaient le connecter à des cibles qu'il avait identifiées. Dans les gens qui pouvaient le connecter, il a été voir toutes ces anciennes agences de publicité, de design, de marketing direct, etc., etc. Et à un moment, lors d'une rencontre, puisque c'était des rencontres où il n'y avait pas d'enjeu, il voulait juste des connexions, une de ces agences lui a dit, écoute, tu nous intéresses, à terme, tu veux devenir directeur général, c'est bien ça. Et bien voilà ce qu'on te propose. Nous, on est les 2 actionnaires, on commence à prendre de l'âge, on voudrait se retirer.
on te prend comme directeur général de notre agence, et dans 3 à 4, 5 ans, si tu es toujours d'accord, on te vend petit à petit l'agence par appartement et tu deviendras patron de l'agence. Il est aujourd'hui depuis plus de 9 mois dans cette agence et il est très heureux. Donc soyez conscient de cet élément qui est la sérendipité. Non, non, il faut chercher pour trouver peut-être quelque chose d'autre. Mais si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez rien. Comment attaquer les entreprises étrangères? Parce que notre réseau, il peut être un peu international, mais il est quand même très orienté. Vous voyez, la Ligue des Français, donc c'est l'image de notre réseau. En tout cas, du lien notamment, même s'il y a quelques connexions internationales, et le monde se résume pas à la France. Comment atteindre, alors que le réseau est très français, justement ces entreprises internationales qui ne sont pas que des Exxon, qui ne sont pas que les grands noms, qui sont aussi des noms. Qu'est-ce que vous recommandez? Alors moi, ce que je recommande, même si ce n'est pas la voie royale, mais ce qui est absolument indispensable, vous êtes intéressé par des sociétés étrangères, déjà la moindre des choses, c'est d'écrire aux chasseurs de tête étrangers. Je vois encore beaucoup de candidats qui se limitent aux chasseurs de tête français en disant « j'écris à Korn Ferry, à Spencer Stuart, parce que de toute manière, ils vont diffuser mon CV ». Que nenni, que nenni. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'humain. Je peux vous dire que Spencer Stuart, même s'il y a des fichiers qui peuvent être partagés, Spencer Stuart, Belgique, s'ils ont une mission de recrutement à faire en France, ils vont le traiter en Belgique et à Bruxelles, surtout en ce moment. Alors ils iront peut-être demander 2-3 conseils aux Français, mais ils vont garder la mission. Donc déjà, le premier réflexe, c'est écrivez aux chasseurs étrangers. Vous avez une Bible comme ça qui existe, qui s'appelle le Grapevine, qui est vraiment le Grapevine, comme le mot anglais, qui est la Bible des chasseurs de tête étrangers. Voilà, dans certaines associations, vous pouvez la trouver. C'est là où vous allez trouver les bonnes adresses. Mais surtout, si vous êtes intéressé pour des jobs avec des sociétés qui ont leur siège en Belgique, en Suisse, etc., écrivez bien aux grands chasseurs de tête de ces pays-là. Et n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et pour ça, vous avez une très bonne technique. Sachez que les chasseurs de tête à l'étranger sont plus ouverts que les chasseurs de tête français. Ça, je n'ai pas d'explication là-dessus. Et une bonne technique, c'est de dire, écoutez, je passe à Zurich pendant 4 jours. Si vous voulez me rencontrer, voilà les 4 jours où je suis disponible. Là, vous aurez beaucoup plus de chances d'être reçu par ces chasseurs étrangers. Même chose à Londres, etc. Ensuite, on a testé pas mal de choses. Hein. Les candidatures spontanées, le rendement est toujours très faible, même pour les étrangers. Un bon moyen, c'est le réseau. Le problème du réseau, c'est qu'il faut se déplacer. Donc quelqu'un qui vraiment cherche un job à l'étranger, à un moment, il faut qu'il se déplace. On suivait dans le cabinet dernièrement quelqu'un qui cherche un job en Chine. Je vais vous dire que tous les mois, il part passer 15 jours en Chine. Quelqu'un qui cherche un job à San Francisco, tous les mois, il part passer 15 jours à San Francisco pour rencontrer des gens. Et je vais finir juste sur un dernier point parce que je l'ai vécu il n'y a pas plus loin qu'un mois. Un cadre dirigeant comme ça qui sortait d'une grande école d'ingénieurs qui a trouvé sur LinkedIn. Sauf que sur LinkedIn, il a passé 50 heures. 50 heures à peaufiner son profil et 50 heures à se remettre en relation avec tout son réseau étranger puisqu'il avait passé beaucoup de temps dans les pays anglo-saxons. Et c'est grâce à LinkedIn qu'il a été identifié et qu'il part aujourd'hui en Afrique du Sud. Si je peux me permettre, n'oubliez pas d'utiliser votre annuaire d'anciens élèves des écoles, puisque vous avez quand même des camarades à l'étranger, et que vous pouvez les trouver, je pense, par via les sites de nos associations. Il existe aussi un dossier qui date malheureusement maintenant il y a 3 ou 4 ans, qui est disponible dans la plupart des services carrières des associations de grandes écoles, qui s'appelle Mobilité à l'international, et vous avez un certain nombre de liens et de sites. Ça ne vaut pas le déplacement sur place, mais c'est déjà quelque chose. Et les salons aussi. On va à Polytech, quand on voit les sociétés chinoises, etc. J'avais une question à M. Lemaire par rapport à
France. Il y a certaines personnes qui, apparemment, sont vraiment plus flexibles ou plus courtes la période de recherche quand ils ont passé les 45 ans, se positionnent soit sur des possibilités de conseil, soit de management d'intérim, soit de management de transition. Alors, comment on se positionne par rapport aux entreprises? Parce qu'on est toujours tout à fait ouvert à avoir un CDI si on nous le propose, mais afin de rendre plus flexible et le dialogue plus souple avec eux, on se positionne sur des possibilités plus sachant aussi qu'on va forcément s'exposer, parce qu'on va participer à des conférences, on va rejoindre des associations, par exemple de consultants ou le manager de transition, on va s'exposer sur le net, sur l'identité numérique, et quand on envoie une candidature avec un bon CV pour un poste en CDI, les chasseurs de tête vont chercher, ils vont trouver notre positionnement. Comment on gère ça? Alors, déjà, une des premières réponses, c'est la cohérence. Toute votre image numérique doit être cohérente. Donc vous ne pouvez pas dire d'un côté je suis consultant, de l'autre côté je cherche un job, etc. etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point après, c'est on est dans le copier-coller. Donc tout ce que vous allez afficher sur le net, restez plutôt sur le copier-coller. Surtout, enfin, vous êtes en CDI, vous étiez en CDI, votre objectif principal est de trouver un CDI. Dans ce cas-là, sur le net, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, sur tous vos outils, restez sur cette voie-là. De toute manière, les recruteurs vont vous chercher là-dessus. Ensuite, en entretien, et là, dans le réseau, vous pouvez avoir un discours différent. Mais ce discours, il peut évoluer en fonction du timing et de votre stratégie. Ce que je vois beaucoup actuellement avec des candidats que j'accompagne, c'est parce que l'accompagnement commence à durer un peu plus longtemps, c'est d'arriver dans le réseau avec un discours d'objectif principal, recherche de CDI, mais quand même, compte tenu du contexte, ouvert sur des missions ou ouvert sur du management de transition. Ce qui est tout à fait admissible aujourd'hui parce qu'on sait, je le disais tout à l'heure, que le CDD ou le management de transition peuvent être quelquefois la porte pour obtenir un CDI. Donc c'est à la fois une question, on va dire, de discours, et de stratégie. Une question pour vous, Hervé. Non mais il y en a d'autres. Hein. C'est par rapport à la contexte actuel de crise, vous estimez environ à combien de rendez-vous réseau pour trouver un job? Alors ça c'est une bonne question parce que dans mon livre, qui d'ailleurs pour les fanatiques ressort bientôt, avec une nouvelle version, je disais, parce que c'était les statistiques que j'avais trouvées à l'époque, c'était 70 entretiens réseau, 3 pistes, un job. Alors, ce que je disais déjà dans le livre, c'est une moyenne. C'est vraiment une moyenne. Alors, une moyenne parce que j'ai eu comme ça une candidate il y a quelques années. Son premier entretien réseau, c'est moi qui lui ai donné le contact, qui était un ancien candidat, qui avait monté sa société. Et au premier entretien réseau, elle a décroché un job. Donc elle a fait baisser la moyenne, évidemment. Ça m'est arrivé aussi de trouver des gens qui avaient fait 200 entretiens réseau. Dans ces cas-là, quand j'ai le temps et quand ils sont recommandés par quelqu'un, je prends le temps de passer 1 heure avec eux pour essayer de détecter s'il n'y a pas un bug. Et pour vous prendre un exemple, il y avait comme ça quelqu'un qui m'avait été envoyé par un confrère, que certains connaissent ici, qui s'appelle Luc Beckert, en disant, je sais pas, il y a un problème, il n'y arrive pas. Et donc on a passé 1 heure ensemble, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, à la fin de sa présentation personnelle en 2 minutes, qu'il avait fait en 8 minutes, je lui ai dit, écoutez, je crois que j'ai déjà trouvé le bug. Quand je vous écoute, j'entends un loser. Ce qui n'était pas gentil, je l'admets. Mais c'est le premier mot qui m'est sorti. Et en fait, je lui ai dit, tout ce que j'entends dans votre parcours, comme la façon dont vous me décrivez votre parcours, c'est que vous êtes toujours tombé dans des boîtes pourries qui vous ont jamais compris, avec des patrons crétins. Moi, je vais vous faire le même discours, mais avec mes mots à moi, et je vais un peu positiver. Et je vais faire exactement ce que j'avais pris des notes. Une présentation qu'il aurait pu faire lui, sauf que c'était des mots positifs. Et je dis, voilà, moi je pense que déjà, dans votre activation réseau, là, il y a un truc qui ne tournait pas. Bon, il est reparti, il n'était pas très content. Mais je pense lui avoir rendu service. Après, les bugs, ça peut être plein de choses. Hein. Les bugs, ça peut être
que le projet n'est pas clair, que les cibles sont mal adaptées, que la présentation est négative. Ça peut être même que la personne soit en position basse et pas en adulte-adulte, etc., etc. Des bugs, il peut en avoir plein. Donc ça mérite, en tout cas, un moment de s'interroger. Alors, une question juridique maintenant. À cette heure-ci, vous savez. Parce qu'il nous reste quelques minutes, hein, on arrive au... Ouais, ouais. Question juridique. Ah. Quelle est l'obligation de publicité pour une entreprise sur son plan emploi senior, y compris à l'extérieur? Aucune. À savoir que c'est une bonne question. Elle a bien sûr une obligation de porter ça à la connaissance de l'administration, de la direction départementale du travail, etc., auquel on n'a pas accès. Et on s'est posé, quand on a préparé cette conférence tous les trois, on s'est posé effectivement la question. Et la réponse, elle était à nouveau, on ne va pas arrêter d'en produire comme ça aujourd'hui, à savoir le réseau. C'est parce que vous connaissez quelqu'un qui travaille peut-être dans cette société que vous pourrez avoir, parce que quand on est en revanche salarié, pas quand on est à l'extérieur, mais quand on est en revanche salarié d'une entreprise, il y a souvent l'intranet, il faut aller sur le site des représentants du personnel, etc. Et en plus, c'est une information qui est généralement donnée et valorisée, à juste titre d'ailleurs, par les entreprises. Donc ça ne pose pas de problème quand on est en interne, et à la limite, il suffit d'aller la demander à la DRH. En revanche, quand on n'est pas salarié de l'entreprise, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Il y a peut-être un business à faire qui est de monter un site qui regroupe justement tous ces plans. Ah, ouais, il y a peut-être un truc. Oui, oui. Une bourse. Voilà, on espère que ça vous a intéressé un petit peu. En tout cas, merci.